souverain de Monaco, Son Altesse Albert II. Nous allons maintenant entendre Son Excellence David Raniba Kadeang, président et chef d'État de la République de Nauru. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence à la tribune. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes, en tant que président d'un petit État insulaire en développement, souhaitant voir éclore un monde plus juste, je voudrais, en cette 79e session de l'Assemblée générale, insister sur l'importance des défis auxquels nous nous heurtons. Le XXIe siècle est complexe. Nauru reste attaché aux principes de souveraineté, d'autodétermination et de coopération internationale qui nous sont chers depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. En tant que pays entouré d'océans, Nauru investit dans la préservation des ressources maritimes. Nous sommes en première ligne des efforts visant à utiliser durablement les ressources maritimes. Il y a eu l'accord BBNJ, mais nous continuerons d'explorer les ressources minérales des océans conformément à nos principes de préservation. Aujourd'hui, c'est le risque d'inaction qui pèse le plus lourd. Le risque de ne pas saisir les occasions qui se présentent pour garantir la transformation et la transition vers les énergies renouvelables. Nous ne pouvons pas, la mésinformation et la peur, nous entraver. Bien au contraire, il faut que les fonds marins soient considérés comme le patrimoine commun de l'humanité. L'environnement marin doit être protégé. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif économique, c'est essentiel. Il ne faut pas ignorer la science et les progrès que nous avons réalisés. Nous vous encourageons donc et encourageons l'autorité des fonds marins à établir et adopter des réglementations solides pour utiliser et exploiter durablement les ressources maritimes. Nous avons la science, la technologie, et nous avons cet impératif. Saisissons cette occasion qui se présente à nous et employons nos investissements pour le bien de tous. L'heure de l'action est arrivée. C'est maintenant. Notre histoire n'est pas une histoire marquée par le désespoir, mais par la résilience. Notre peuple a prospéré pendant des siècles en harmonie avec la mer et la terre. Aujourd'hui, nous innovons et nous continuons de persévérer. Nous explorons de nouvelles frontières, car même si nous souhaitons lutter contre le changement climatique, nous savons qu'il faut s'adapter à la nouvelle réalité. Grâce à des initiatives comme les nôtres, nous récupérons des terres et développons des infrastructures pour assurer notre avenir. L'adaptation est essentielle, mais elle nécessite plus que des compétences techniques. Il faut aussi des ressources financières substantielles, ce qui est une lutte sans merci. Pour ce qui est du financement climatique, nous sommes souvent relégués au second plan. Il faut aussi parler de l'accès aux services financiers de base. L'accès équitable au financement n'est pas une question de confort, c'est une question de survie pour nous. Mais nous sommes confrontés à des difficultés en la matière, avec la perte des relations bancaires et le découplage des risques, ce qui frappe en son cœur notre souveraineté et compromet notre dignité. Nous ne pouvons pas être jugés uniquement à l'aune de nos revenus en tant que nation. Nous avons beaucoup à offrir et le système financier international doit évoluer pour s'adapter à ces réalités complexes. Récemment, un indice de vulnérabilité multidimensionnelle a été adopté. Nous nous en réjouissons. Nous appelons la Banque mondiale, le FMI et les banques multilatérales de développement à intégrer cet indice dans leur cadre.
Il ne s'agit pas simplement d'une statistique, c'est un outil qui permet de mesurer de manière plus précise nos circonstances, notre potentiel et nos difficultés. Monsieur le Président, un des défis les plus urgents aujourd'hui auxquels se heurte le monde est la montée des tensions entre les grandes puissances. Nous pensons qu'il est important de garder de bonnes relations avec tous les pays, grands ou petits. Nous sommes amis avec tous les pays du monde. Nous avons rétabli nos relations diplomatiques avec la Chine, ce qui témoigne de la possibilité de travailler ensemble, petits ou grands, au profit de tous. Notre relation se renforce avec la Chine. Je saisis cette occasion pour saluer l'accord conclu avec le Japon sur la décontamination des eaux de Fukushima. C'est un pas important face à une question urgente à l'échelle internationale. En tant que pays amis, nous pensons qu'il faut lever le blocus qui a été imposé depuis trop longtemps à Cuba. Le progrès et la prospérité devraient être à notre portée à tous. Il est donc crucial de reconnaître que le conflit entrave la croissance et sape la stabilité. Nous devons donc intensifier nos efforts pour favoriser la paix et le développement à l'abri de la menace des conflits. Jetons des ponts pour mieux se comprendre, nourrissons l'empathie et favorisons la réconciliation. Il faut comprendre que la paix et le développement ne sont pas des concepts distincts, ce sont des piliers liés, entre eux, étroitement liés. La paix permet aux sociétés de prospérer, aux nations aussi. En l'absence de conflit, les sociétés peuvent allouer plus de ressources à l'éducation, aux soins de santé, à l'infrastructure et à une croissance économique durable, investissant dans tous les peuples, œuvrant ensemble à un avenir où chacun pourrait vivre dans la dignité, en harmonie. Laissons aux générations futures le legs de la paix. Ouvrons la voie à la résilience, au progrès et à une prospérité commune. Nous devons nous focaliser sur ce qui nous unit, pas sur les murs qui nous divisent. L'inclusion et l'ouverture sont essentielles pour assurer la participation financière de tous. Tous les pays, petits ou grands, quel que soit leur niveau de développement, devraient être intégrés au système. Personne ne devrait être laissé pour compte. Soyons à l'écoute de cet appel pour le bien de tous. Quant à la réforme du Conseil de sécurité, nous l'attendons depuis trop longtemps. Elle doit refléter les réalités géopolitiques du XXIe siècle. Il est évident que la structure actuelle du Conseil de sécurité fait l'objet de débats. Les préoccupations concernant la représentation sont légitimes sur l'efficacité et la capacité à répondre aux problèmes de sécurité dans le monde. L'impératif de régler les différends de manière pacifique dans les régions touchées par les conflits ne fait que souligner la nécessité de la réforme et du renforcement du Conseil de sécurité. Soyons les dirigeants qui apporteront une nouvelle ère marquée par la paix et la réconciliation. Dans notre lutte contre le changement climatique, nous continuons d'appeler le secrétaire général à nommer un représentant de haut niveau sur le climat et la sécurité. Nous appelons également à adopter un traité sur la non-prolifération des matières fossiles. Et nous attendons également l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le changement climatique que nous suivons de très près. Les instructions de la Cour doivent être appliquées scrupuleusement dans une quête de justice climatique. Le pacte de l'avenir est un pacte ambitieux. Ceci dit, l'action 21 a été supprimée, ce qui nous déçoit. Ma délégation, aux côtés d'autres délégations, avait plaidé en faveur de la prise en compte des menaces que représentent les problèmes climatiques. L'action 21 était pour nous une nécessité et nous sommes déçus de voir qu'elle ne figure pas dans le pacte. Aux pays développés, j'aimerais dire la chose suivante. Assumez vos responsabilités historiques pour ce qui est des émissions et honorez vos obligations en vertu de l'accord de Paris. Fournissez des financements climatiques et apportez les transferts technologiques que vous avez promis. Appuyez la transition vers les énergies renouvelables.
pour renforcer notre résilience face au climat et pour que nous puissions protéger notre diversité biologique. À ceux qui cherchent à entraver nos efforts de transition vers les énergies renouvelables, n'ignorez pas la science et les progrès que nous avons réalisés dans l'exploration des fonds marins notamment. Travaillez avec nous pour établir des réglementations solides afin d'ouvrir la voie à des activités minières responsables. Conformément au thème d'aujourd'hui, de cette année, il faut accélérer les efforts aujourd'hui car la crise climatique n'attendra pas que nous agissions. Aux pays en développement présents ici, nous souhaitons dire que nous ferons preuve de solidarité pour partager nos connaissances et les solutions que nous aurons trouvées. Continuons de nous unir, car l'union fait la force. Et aux Nations Unies, nous vous appelons à tenir votre engagement, être l'organisation qui incarne le multilatéralisme et le changement transformateur dont notre monde a si désespérément besoin. Monsieur le Président, en guise de conclusion, j'aimerais nous rappeler que le fait de ne laisser personne pour compte n'est pas une simple tautologie, c'est un appel à l'action, un rappel de nos destinées qui s'entrecroisent. L'avancée de tous dépend de l'avancée, des progrès des plus petits d'entre nous. C'est inscrit dans la Charte des Nations Unies et c'est la promesse que recèlent les objectifs de développement durable. Nous sommes peut-être petits, mais notre détermination est inébranlable. Nous continuerons de combattre pour les générations futures. Gardons donc la conscience de l'urgence et gardons nos convictions. Que Dieu bénisse la République de Nauru, que Dieu bénisse les Nations Unies. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président et chef d'État de la République de Nauru. Nous allons